Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Et bonjour, bienvenue dans cet épisode spécial du podcast de la formation. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour beaucoup de nos auditeurs. Comment réussir sa reconversion professionnelle vers les métiers de la formation et plus particulièrement dans le domaine du digital learning. Pour nous éclairer, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Papot, Digital Learning Manager. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir pour moi de partager mon expérience et tous les conseils que je peux apporter sur ce sujet passionnant. Laurent, tu as une riche expérience dans ce domaine de la formation et plus spécifiquement dans le digital learning. Pour commencer, peux-tu me dire ce qui t'a amené à choisir cette voie ? Écoute, c'est pas très compliqué. J'ai eu un parcours professionnel très long en tant que chef d'entreprise. Et à un moment de ma vie, j'ai goûté au plaisir de former des gens, des salariés, des personnes qui utilisaient des logiciels que moi-même j'utilisais. Et j'y ai pris vraiment goût. Et je me suis dit, ça sera intéressant pour moi de faire une reconversion professionnelle dans le domaine de la formation. Et j'y voyais surtout un intérêt, c'était la capacité que j'avais à capitaliser sur toutes les compétences que j'avais acquises avant. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas une fin en soi. J'arrêtais pas quelque chose pour commencer autre chose. J'étayais mes nouvelles compétences à devenir formateur par un vrai savoir-faire professionnel. Voilà essentiellement ce qui pour moi m'a amené dans cette voie. Ok, super. Et pour quelqu'un qui souhaite se reconvertir dans les métiers de la formation, quelle serait, selon toi, la première étape essentielle ? Je crois que pour devenir formateur, la première chose qu'il faut clarifier, c'est ses motivations. Alors, et la toute première, c'est pourquoi on veut devenir formateur. Bon, est-ce que c'est par passion de l'enseignement, par le fait de vouloir partager son expertise, ou bien pour quelque chose de plus radical, c'est un changement de carrière carrément, hein. Et je crois que c'est important de définir aussi quel type de formation on souhaite proposer. Tu vois, on peut vouloir former des adultes en reconversion, des salariés en entreprise, des publics jeunes. Et là, on a vraiment besoin de chercher ce qui nous fait avancer un petit peu ce qu'on aimerait faire, de manière à pouvoir vraiment orienter nos choix par la suite, pour être assez précis sur ce qu'on veut faire, tout en se disant qu'au début, initialement, il y aura peut-être des changements, hein. On part sur une idée, on peut très bien rebondir sur une autre parce qu'on la connaissait peut-être pas trop, et puis en l'approfondissant, elle nous séduit, quoi. Eh oui, tout à fait. Mais alors justement, toujours d'après toi, comment on peut savoir quel type de formation nous correspond le mieux ? Il y a peut-être un truc qui pourrait aider, c'est de se dire qu'est-ce que j'aime comme type d'interaction? Est-ce que j'aime être face à un groupe de personnes et puis expliquer des choses? Ou bien est-ce que j'aime le face-à-face, un à un, tu vois? Est-ce que c'est des choses dans lesquelles je me sens à l'aise? Ou bien est-ce que pour moi, peut-être, ça serait plus facile de travailler derrière un écran et plutôt à de la conception, à de la création de contenu de formation, ce qu'on va appeler des contenus e-learning. Et je pense qu'une des clés aussi pour clarifier tout ça, c'est aussi d'aller rencontrer des professionnels du secteur, d'aller échanger. Les formateurs sont des gens exceptionnels qui aiment le partage. Et je l'ai vécu comme ça, moi, tout au début de mon envie de devenir formateur. Je suis allé rencontrer les gens et j'ai été très surpris du très bon accueil qu'on me faisait. Les gens étaient gentils, ils me disaient plein de choses,
il me donnait plein de conseils, c'était vraiment très très éclairant. Et surtout, il me posait des questions, tu vois, pour que moi j'élargisse un peu mon questionnement, pour me dire, ah bah oui, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Puis on parlait de tout, tu sais, on parlait de la rémunération, des contraintes, de ce qui était bien, de ce qui n'était pas bien. Et j'ai trouvé que ces discussions au départ avec les professionnels, là, elle était vraiment sincère. C'est ça qui vraiment m'avait étonné. Moi, je venais d'un monde commercial où, bah, écoute, on est peut-être un peu moins sincère avec des objectifs très marqués de vouloir quand même réussir à convaincre l'autre. Là, on était vraiment dans du partage et c'est vraiment des choses, c'était vraiment différent. Et ces gens-là, tu vas les trouver dans des organismes de formation très très facilement, hein. Il y en a plein, c'est là qu'ils sont. Et puis, je crois que ça pourrait te permettre d'avoir vraiment une vision plus concrète des différents métiers que sont le métier de formateur dans ses variantes. Voilà. Oui, oui, effectivement. Mais alors, une fois qu'on a défini et un peu éclairci ces étapes-là, au niveau de ses motivations, pour être sûr, quelles sont les compétences clés, d'après toi, pour un futur formateur de ses propres compétences? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il ait? D'abord, il faut qu'il ait du recul sur sa pratique professionnelle, c'est-à-dire qu'il soit capable d'expliquer ce qu'il fait. Pour expliquer ce qu'il fait, il faut qu'il conscientise ce qu'il fait. Donc déjà, une capacité à décrire, ça c'est important. La deuxième chose qui est intéressante pour lui, c'est de posséder des compétences pédagogiques. Et pour moi, avec la pratique, c'est ce qui est le plus important. On a besoin d'organiser pour que nos apprenants puissent accéder à de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. On doit être en capacité d'expliquer et de faire un chemin qui va permettre, dans une progression pédagogique, d'acquérir une somme de connaissances, de savoir, de savoir-faire et de savoir-être qui vont construire la compétence. Et pour cela, je conseille toujours, lorsque je forme des FPA, de travailler dans des descriptions dans un ordre chronologique. J'ai commencé par, du coup, en se disant, et en analysant une action à enseigner, on va se dire par quoi j'ai commencé, qu'est-ce qu'il a fallu savoir. Ah oui, mais pour faire ça, qu'est-ce qu'il fallait que je sache. Et ça, en vérité, c'est la progression pédagogique. C'est relativement simple à mettre en œuvre et ça permet surtout de bien guider l'apprenant. C'est-à-dire qu'on ne lui parle pas de choses avant qu'il ait eu connaissance des éléments qui la constituent. Voilà, c'est un petit peu ça. Après, on a aussi besoin, bien sûr, de compétences d'écriture. Un formateur, c'est quelqu'un qui écrit. Donc, il faut être très à l'aise avec l'écriture, avec le français. Il faut bien maîtriser le français, de manière à pouvoir écrire des choses compréhensibles, simples et compréhensibles. Et puis après, on aborde les compétences numériques. Aujourd'hui, on est dans un monde numérique. Le numérique a bouleversé, changé fondamentalement ces 5 dernières années les pratiques des formateurs. Et on doit être en capacité de travailler avec des outils digitaux de manière à avoir la capacité d'accompagner nos apprenants, soit en dimension présentielle, très classique, bien que là, on a aussi besoin d'un ordinateur, d'outils comme PowerPoint, des choses comme ça. Et d'un autre côté, on a besoin de pouvoir travailler en ligne, animer en ligne, produire en ligne. Et là, ce sont des compétences digitales. Et là, il va falloir qu'on s'aguerrisse à quelques outils numériques. Voilà. Et oui, tout à fait. Alors, justement, je rebondis dessus. Ces fameuses compétences numériques, d'après toi, quelles sont les plus importantes pour un formateur aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, si on parle du numérique, je vais me positionner dans une dimension distancielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça marche. Alors, comment ça marche? On a l'apprenant, le contenu du cours et le formateur. Ces trois choses, ces trois entités se rencontrent à un endroit qui va s'appeler une plateforme LMS. LMS pour Learning Management System. Le formateur va créer des ressources, il va construire son parcours pédagogique, sa progression pédagogique chronologique,
et il va mettre des éléments, des dossiers, des vidéos, des audios, enfin tous les éléments qu'il veut partager, à un endroit où son apprenant va pouvoir venir, lui, se connecter pour prendre connaissance de ça. Donc ça, on dépose des ressources donc sur un LMS, et je dirais que là, on va avoir dans un deuxième temps besoin pour créer ces ressources d'utiliser soit des outils auteurs qui nous facilitent bien la vie. Là, on peut dire, il y a 3-4 produits qui sortent un petit peu du lot. On a Articulate Storyline, on a iSpring, on a Lectora, on a Adobe Captivate, qui sont des outils auteurs qui nous aident dans la conception de contenus pédagogiques, avec des trames qui sont déjà construites et la capacité justement d'intégrer tout type de ressources à l'apprentissage, à la mise en forme de l'apprentissage de notre apprenant. Et on va pouvoir notamment faire des choses intéressantes avec ces outils-là, c'est que on va pouvoir, par exemple, lui donner une petite vidéo à regarder, et la capacité qu'on a aussi de créer un petit quiz, donc une petite évaluation, qui va nous permettre, et aussi lui permettre, de conscientiser les choses nouvelles qu'il a apprises. C'est très important de penser aux évaluations, parce que la différence entre de l'information et de la formation, c'est la capacité qu'on a à vérifier ce que les gens ont retenu. Et là, ça deviendrait assez rapidement de la formation. Voilà. Et puis après, si on pousse toujours cette dimension digitale, on n'a plus besoin de se rendre dans une salle de classe. Je crois que maintenant, on l'a tous un peu expérimenté à travers notre travail. On a tous fait des visios, ces fameuses visios. Eh bien, on doit, maîtriser les outils supports de ces visios. Ça va être des outils que moi j'adore comme Global, mais bon, on a après des choses plus classiques, des produits comme Zoom, comme Google Meet, comme Teams, et qu'on va retrouver réellement partout. Et en plus de l'outil, il faut maîtriser la capacité de faire l'animation, parce que quand on est face à des apprenants dans une salle, on les voit réagir, tu sais, ils sont dégoûtés, ils sont fatigués, ils sont enthousiastes, tout ça, tu le vois en direct. Quand tu es à distance, ça se passe pas pareil. Donc là, c'est un nouvel apprentissage qu'il te faut faire, c'est-à-dire que on a tous fait cette expérience de visio qui n'en finissent pas, c'est fatigant, quoi, ça nous saoule. Et puis, au bout d'un moment, tu vois, tu replonges sur ton téléphone, tu regardes autre chose, tu lis tes mails, voilà. Et donc, on se doit, nous, en tant que formateurs, d'apprendre ces compétences je vais dire, d'animation de classe virtuelle. Et ça, c'est un savoir-faire un petit peu différent. Je dirais qu'on se transforme un peu en animateur télé qui est là pour dynamiser, donner la parole, gérer un petit peu le débat quand il y en a, relancer les questions. C'est un savoir-faire différent. Si je résume un petit peu, on a l'outil où tout le monde va se retrouver, qui est le LMS, dans lequel on va mettre les supports qui sont nécessaires à l'apprentissage, et tout ça va s'animer, si on reste à distance, via des classes virtuelles que l'on doit construire et que l'on doit dynamiser. Il faut que ce soit dynamique, c'est limité dans le temps, parce que on sait très bien qu'aujourd'hui, au-delà d'1h30 de visio, si on est passif, si on n'a rien fait et qu'on est resté à regarder, on n'en peut plus, quoi. Déjà, un film, c'est long, là, j'en parle même pas. Donc voilà un petit peu, enfin, c'est pas l'ensemble, mais c'est le départ des compétences numériques qu'il faut maîtriser. Ok, super. Ça fait pas mal d'informations tout ça. Ouais. Alors, mais j'ai envie de te demander maintenant, en fait, alors, on a identifié nos motivations, les objectifs, Ouais. voilà, les différentes étapes, effectivement, les différentes compétences qui sont nécessaires. Ça, c'est important, effectivement. Alors, du coup, imaginons, moi, je me sens prête. Ça y est, je veux me lancer. Mais alors, Ouais. du coup, quelle formation tu me recommanderais? Alors, pour devenir formatrice, Ouais. il y a plusieurs cas et il y a plusieurs possibilités. Alors, il y a une espèce de croyance ou une légende urbaine qui dit que tu peux pas former si tu n'as pas de diplôme. Alors, c'est faux, il n'y a pas besoin de diplôme spécifique pour former. Alors, du coup, il y a toujours ce dialogue entre ceux qui ont un diplôme et ceux qui n'en ont pas. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui compte, c'est de maîtriser la dimension pédagogique des choses.
quand on va se former, et moi j'ai formé pendant des années des gens à un titre professionnel qui s'appelle le titre FPA, formateur professionnel d'adultes, ce titre va pas revenir sur tes compétences métiers, mais va te permettre d'acquérir la dimension pédagogique des choses, ainsi que l'usage, l'utilisation des outils numériques dont on vient de parler. Et ça, je pense que c'est un sacré avantage si on n'est pas déjà formé, si on n'a pas déjà une expérience, même si on a déjà une petite expérience, même ça peut marcher, bah c'est vraiment quelque chose à faire et vraiment, on va voir quoi dans le titre FPA. On va voir 4 choses fondamentales. On va voir préparer et animer des séances de formation. On va voir toute la partie ingénierie, construction de dispositifs, construction de séances. On parle bien d'ingénierie, ce sont des processus. On va parler aussi de l'accompagnement parce que une formation sans accompagnement a très peu de chances de réussir, qui plus est à distance. Et cet accompagnement à distance, on va l'appeler du tutorat à distance. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment motiver pour maintenir cette présence, notre présence à distance. Et puis, il y a toute la partie qu'on va avoir après, où on va venir travailler tout ce qui sont les soft skills, c'est-à-dire toutes ces compétences transversales de savoir-faire relationnel. Voilà, pour moi, le savoir-être, je le requalifie en savoir-faire relationnel. On se doit d'écouter les gens, de les écouter pour comprendre, pas pour répondre à leurs questions, c'est pour comprendre ce qu'ils disent. Et je crois que le grand intérêt qu'on a, c'est d'être en capacité de mettre nos apprenants en question eux-mêmes. C'est-à-dire, moi j'ai une pratique, quand je forme des formateurs, je ne réponds pas à leurs questions autrement que par une autre question. Je veux qu'ils se questionnent, parce que si tu leur donnes la réponse, ils ont une réponse. Si tu changes un peu le contexte ou si tu changes un peu les conditions, ils vont oublier la réponse. Par contre, s'ils ont réfléchi à comment ils ont trouvé la réponse, ils vont la retrouver. Donc voilà des choses qui pour moi sont fondamentales. Alors après, tu vas pouvoir compléter cette formation de formateur par des formations type master en ingénierie pédagogique ou en digital learning. Et là, tu vas pousser la spécialisation. Une observation, si tu maîtrises bien l'ingénierie en tant que formateur, ce sera assez facile pour toi d'auto-créer ton travail. Si tu maîtrises pas l'ingénierie, tu seras obligé de faire le boulot que les autres qui ont créé l'ingénierie te donneront. Donc pour moi, ce travail d'ingénierie est un travail d'indépendance. Je dis des fois, plutôt que d'être comme le chien sous la table à attendre qu'on te jette un os, bah écoute, lève-toi et va chercher ton os, quoi. Et ça, l'ingénierie le permet, parce que tu peux arriver dans un centre de formation avec un petit dispositif, pas quelque chose de... Pas besoin de faire une formation certifiante de 12 mois, tu fais une petite formation de 2 jours bien balancée, avec des bons objectifs, une bonne évaluation, et surtout qui répond bien aux besoins et aux attentes des apprenants. Bah là, tout de suite, tu vas vite progresser dans ton métier, tu vas être apprécié pour ce que tu fais, et par cette capacité que tu as aussi à autoproduire toi-même des choses. Donc ça veut dire que tu peux aussi travailler sur les sujets qui te plaisent. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé, ça. Et Oui. puis, si on parle de formation, aujourd'hui, on sait qu'on apprend tout au long de la vie. Il y a 1001 façons de se former. Il y a des tutos, YouTube en est plein. Il y a des plateformes comme Open Classroom, comme LinkedIn Learning. Tu peux aussi chercher des cours sur Eleform. Voilà, c'est infini la quantité de cours qu'il y a et la possibilité que tu as de te former. Voilà. L'objectif pour toi, c'est d'être capable de rendre simples les choses complexes pour que tes apprenants les comprennent. Voilà. Ok, super. Mais alors, j'ai envie de rebondir un peu sur toujours l'histoire de quelqu'un qui a une expérience dans son domaine, voilà, qui a déjà un métier, un vécu, mais effectivement qui a pas d'expérience dans cette formation ou très peu. Est-ce que du coup, une formation comme celle que tu as nommée pourrait suffire? Alors, je ne sais pas si ça peut suffire, parce que tu sais, moi j'apprends toujours, je suis toujours des formations. Et ce qui est sûr, c'est que
si tu as une vraie maîtrise de ton domaine professionnel, tu vas être capable d'enseigner. Moi, je dis un terme qui est assez sympa. Tu vas être capable d'enseigner à tes apprenants ce qui n'est pas écrit dans le livre. Et ce qui n'est pas écrit dans le livre, c'est le fruit de tes expériences passées, tes expériences professionnelles. En tant que professionnel, je ne sais pas, tu as appris à faire un type de gâteau, tu as appris à monter un mur, tu as appris des règles de comptabilité. Tu as un savoir-faire, tu as des expériences, tu as des tips que tu maîtrises et que tu vas pouvoir partager. Ça, ils adorent ça, tes apprenants. Donc, du coup, si tu maîtrises réellement ton métier, si tu as vraiment une expertise, si tu es capable de l'illustrer par des anecdotes, par la capacité que tu as à rendre vivant les choses à travers un petit peu de storytelling, un petit peu de raconter une histoire, de comment se passent les choses, à ce moment-là, oui, tu vas avoir un sacré avantage. Si tu n'as pas d'expertise métier, si tu as mal analysé ce que tu fais ou que tu n'as pas compris ce que tu fais comme métier, ça va être compliqué de l'enseigner. Très franchement, ça va être très compliqué. Et puis, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que ce qu'on a besoin, c'est que les autres apprennent. C'est pas que nous, on enseigne. C'est pas parce que t'explique comment ça marche que tu vas savoir faire. Il faut que tu expérimentes. Et pour expérimenter, pour savoir faire expérimenter, il faut créer des activités et il faut vraiment apprendre à transmettre ce savoir de façon pédagogique. Et très franchement, une formation de formateur, ça permet bien de comprendre comment tu vas concevoir ta formation, comment tu vas les découper. Alors, il y a des mots dans la formation qui sont modules, séquences, séances, hein, et tu vas pouvoir les évaluer. Tu vas pouvoir mettre avec comment dire, un accompagnement. L'accompagnement, tu vas y réfléchir en te disant j'essaye d'anticiper les difficultés pour savoir à quel moment je dois être là pour les aider. Voilà, c'est important. Et tu dois toujours te garder du temps pour les difficultés que tu n'as pas vues, parce que la réalité, c'est que, bon, là, tu penses que ça va être difficile, qu'on va y passer 2 heures. Ah ben, tu lances l'activité, elle est pliée en 30 minutes. Et puis après, il y avait un truc, tu te disais, bon, là, ça va être tranquille, on a pour un petit quart d'heure à faire le tour. Et 3 heures plus tard, tu y es encore. Donc, il faut être capable de gérer cet aléa. Hein, voilà, il faut être dans l'action, il faut être présent aux autres, mais pas à ce que tu as à faire. Si ça sert à rien de dérouler ton cours, tes ressources, si les gens ils comprennent rien. Hein. À un moment donné, il faut que toi tu sois capable d'observer le fait qu'ils ont compris ou pas, et surtout qu'ils aient la capacité de te dire, monsieur, j'ai pas compris quoi. Voilà, et ça c'est important. Et puis il faut que tu leur fasses faire les choses parce qu'il y a une vraie expérimentation qui vient de l'erreur. J'essaye, je me trompe. Mince alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, je réessaye. Ah, ça marche. Ah, ben alors du coup, il faut que je fasse ça. Donc ça, c'est l'essai-erreur. Je crois qu'une solution que moi j'adopte, quand j'ai 1 heure de formation à faire avec quelqu'un, je me dis qu'il me faudra 5 minutes pour se présenter, pour poser un petit peu les gens, pour qu'ils soient tranquilles. 5 minutes de plus pour expliquer ce qui va se passer, quels sont les objectifs qu'on vise et surtout comment on va y aller. Et après, je vais leur laisser 40 minutes pour faire de l'activité. C'est-à-dire que je vais leur proposer des activités pour qu'ils soient en action. Et à la fin, je garderai 10 minutes pour une évaluation qui viennent valider ce qu'ils ont retenu. Et c'est important pour eux aussi de savoir ce qu'ils ont retenu, parce que si tu le valides pas, tu sais pas. Tu te dis, oh, j'ai rien appris. Et puis après, il faut dans la dernière phase leur dire bon ben voilà, c'est vachement bien, on a appris ça, ça va nous servir à ça et voilà ce que sera la prochaine étape. Et du coup, on va le reprendre dans la prochaine étape et là, en réalité, tu donnes de la lisibilité au parcours et ça, c'est de la stratégie pédagogique qui nous permet. Et puis du coup, tu vas devenir tu vas devenir quelqu'un avec une double casquette, une double compétence. Tu seras à la fois expert dans ton domaine et expert dans la capacité de transmettre. Je crois que ça c'est super bien. Et oui, oui, effectivement. Merci pour toutes ces informations. Ah oui. Alors j'ai une autre question qui me vient parce que tu parlais de côté indépendant ou pas. Justement parce que les métiers de formation sont quand même très très variés, hein, les champs d'intervention et tout ça.
Mais est-ce que tu pourrais m'expliquer les différentes options qui s'offrent à une personne qui se reconvertit? Ouais, je partirais d'un constat, c'est que quand je forme des formateurs, ils ont tous une vision relativement centrée sur formateur en centre de formation. Alors ça, c'est vraiment le truc, quoi. On le voit d'ailleurs quand ils vont rechercher des stages d'application, hein, de mise en situation professionnelle, où ils chassent tous les centres de formation direct. Ils disent, ah, chercher un stage dans un centre de formation. Et là, effectivement, c'est un débouché, hein, certain. Hein. Les centres de formation recrutent des formateurs, recrutent des ingénieurs pédagogiques, recrutent des gens qui maîtrisent le digital pour accompagner les apprenants, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas que ça. Quand on va dans un centre de formation, déjà, il faut savoir qu'on peut y aller de différentes façons. La première façon, c'est qu'on peut y aller en tant que salarié. Bon, après, on a une paye. Il y aurait les statistiques diraient qu'à peu près 50% sont salariés. Après, il y a deux statuts complémentaires, deux possibilités qui disent qu'on peut être à la fois, enfin, pardon, aussi vacataire. Alors, le vacataire, c'est en gros un contrat CDD où, en fonction du besoin de formation, je veux dire un exemple, toi tu interviens sur du développement web, eh bien tu as un module de 15 heures de développement web, donc là tu as un contrat de vacation, un contrat de vacataire de 15 heures à X euros de l'heure, de manière à pouvoir travailler avec eux. Alors ça c'est assez intéressant, parce que ça te donne un petit peu quand même un statut assez préservé, parce que tu es considéré comme étant en CDD, donc tu vas pouvoir cumuler éventuellement du chômage, ou en tout cas tu vas comptabiliser du chômage, comme le salarié. C'est intéressant parce que en cas de reconversion, justement, en cas de bouleversement, de changement de vie, on a besoin aussi de pare-fous, de filets pour nous protéger. Tu as après la possibilité aussi d'exercer en tant qu'indépendant. Alors c'est quoi ça, indépendant? C'est-à-dire que tu es formateur à ton compte. Pour être formateur à ton compte, tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle un numéro de déclaration d'activité auprès de la préfecture. C'est obligatoire. La formation est un métier réglementé. Tu ne peux pas te faire payer pour de la formation si tu n'as pas de NDA. Je connais plein de gens qui n'en ont pas, qui font de la formation. Il faut qu'ils fassent très attention parce que c'est rudement puni et les dreads aujourd'hui regardent sérieusement ce côté-là aussi. On se doit, quand on est formateur et rémunéré pour, hein, d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Et quand on a ce numéro de déclaration d'activité, eh bien, on gère son entreprise de formation, c'est-à-dire qu'on fait à la fois le commercial, le prescripteur, on va chercher des offres, on rencontre des centres de formation ou des entreprises, et on va y revenir après concernant l'entreprise. On est un indépendant qui vient mettre ses compétences au service d'une structure, alors de façon plus ou moins longue, de façon plus ou moins pilotée, mais il y a quand même quelques règles qui disent que il ne faut pas qu'il y ait d'éléments de subordination. C'est-à-dire que quand tu es indépendant, le centre de formation doit te dire, écoute Laurent, tu as 15 heures d'intervention de telle date à telle date, quand est-ce que tu peux venir, comment est-ce que tu peux faire. Tu n'es pas un salarié, et là, ils ne peuvent pas te dire, il faudrait que tu viennes le 12 de telle heure à telle heure, le 14 de telle heure à telle heure, le 16 de telle heure à telle heure. Ça, c'est interdit. Ça s'appelle la subordination. C'est-à-dire que là, ils considéraient que tu n'es plus indépendant, mais que tu es un salarié. Donc là, il y a reversement de charges sociales. Là, c'est un petit peu les choses pour lesquelles il faut un peu se prémunir quand on est indépendant. Et si je reviens, là je parlais du centre de formation, ben, on va retrouver dans l'entreprise exactement la même chose. Enfin, on va trouver la possibilité d'être salarié, d'être formateur salarié, d'être responsable de formation salarié, et aussi d'être indépendant, embauché par l'entreprise qui veut former ses collaborateurs. Et ça, ça c'est super bien. Hein. On a vraiment cette possibilité-là. Et puis il y a une troisième possibilité. Hein, moi j'ai travaillé pendant des années dans une structure qui avait un CFA. Et bien, dans un CFA, tu as des parcours et des cursus scolaires, et tu peux être formateur pour des CAP, des BEP, voilà, et tu peux vraiment en plus avoir plein de métiers là-dedans. Hein. Ça va de formateur, ça va de responsable de tutorat, ça va concepteur de programme. Alors très souvent, on a plusieurs casquettes hein, quand même.
Mais ça peut aller jusqu'aussi un métier comme le mien, Digital Learning Manager, où tu es en charge l'intégralité de tout ce qui peut se proposer, c'est-à-dire la capacité que tu as à produire toutes les ingénieries, l'ingénierie pédagogique, l'ingénierie de formation, l'ingénierie financière, la capacité que tu as à construire des parcours, à construire des ressources, à trouver des experts, à interviewer les experts, à t'aider des experts pour construire tes parcours de formation. Voilà, c'est vraiment très très complet. Il y a pas de limite dans ce métier en vrai. Moi, je découvre toujours des trucs sympas à faire, des trucs nouveaux. Et puis après, chacun a ses appétences. Hein. Tu as des gens qui vont être très portés sur l'accompagnement, ils vont vouloir aller accompagner les gens parce que souvent ça fait sens pour eux. Tu en as d'autres qui vont vraiment se concentrer sur les ingénieries. Tu en as qui sont des animateurs nés, qui adorent être en face-à-face pédagogique, etc., etc. Et tu en as aussi qui combinent tout ça, tu vois. Donc, voilà. Et une fois que tu as fait un petit peu le tour, bah, c'est à toi de voir qu'est-ce qui correspond le mieux à tes aspirations, qu'est-ce que tu as envie de faire en vérité. Parce que si tu dois le faire tous les jours, c'est long, tous les jours. C'est souvent Oui. en tout cas. Voilà. Et oui, effectivement. Oui, ça laisse beaucoup de possibilités en tout cas. Ouais, C'est c'est très intéressant. très varié. Il n'y a pas de limite, hein. J'ai pas trouvé de limite encore, moi. Alors, justement, tu as parlé tout à l'heure de Digital Learning Manager. Ouais. Est-ce que tu pourrais détailler un peu plus vraiment les compétences spécifiques que tu as développées? Ouais, je dirais que c'est la première chose à faire, c'est l'analyse. L'analyse du besoin des apprenants. On part de cahier des charges très souvent. L'audit, l'analyse est un élément clé essentiel. Si tu rates ton analyse, tu as raté ton dispositif, il faut bien se le dire. Donc là, il faut être en capacité, avoir une forte capacité d'analyse et de retranscription de ce que tu as analysé. Et là, on a besoin, quand on analyse les choses, de les regarder de façon factuelle. C'est-à-dire, c'est pas j'imagine que tiens, ça pourrait être ça. Non, non, c'est concrètement, vous me dites, c'est ça. Et là, dans cette dimension d'analyse, alors souvent les cas que tu vas rencontrer, c'est les clients ont déjà une esquisse de cahier des charges, ou ils ont un cahier des charges, hein, ça dépend des cas, ou ils n'en ont pas des fois. Et ton rôle, toi, d'abord, c'est de les guider dans cette dimension avec des choses simples. C'est au départ, qu'est-ce que vous voulez que les gens sachent faire une fois qu'ils auront fait la formation? Quel problème ils ont aujourd'hui qu'on va résoudre par la formation? Il faut déjà bien comprendre ça. Qu'est-ce qui va se passer? Après, tu vas aller regarder, c'est qui ton public? Combien tu as de temps pour le faire? C'est quoi les modalités? Les modalités étant, est-ce qu'on sera dans un centre de formation, dans une salle, ou est-ce qu'on sera toujours à distance, ou est-ce qu'on sera peut-être un mixte des deux qu'on appelle du blended learning? On sera peut-être à la fois en distanciel et puis avec des regroupements de manière à faire des plénières ou faire des activités ensemble. Bon, il y a plein de solutions. Donc ça, la première chose, je dirais que le Digital Learning Manager, c'est la première compétence, c'est l'audit, l'analyse. La deuxième compétence, et pour moi la plus importante, c'est la capacité qu'il a à concevoir des parcours qui ont du sens pour les apprenants. C'est-à-dire qu'on ne doit pas oublier que quand on ne conçoit pas pour soi, hein, c'est pas pour celui qui conçoit le dispositif de formation, c'est pour celui qui le suit. Donc il ne faut jamais perdre de vue qu'il faut que ce soit engageant pour tes apprenants. L'autre jour, j'accompagnais un groupe de concepteurs comme ça. Il y en a un qui me dit: oh là là, oh, c'est pénible à faire ce truc. Bah, j'ai dit: tu sais, si pour toi c'est pénible à faire, ça sera pénible à suivre, je crois bien. Donc, essaie de trouver quelque chose qui soit moins pénible à faire pour toi, mais là, que ce soit plus sympa pour eux. Et il faut toujours garder cette vision de l'apprenant. Donc, ça, c'est intéressant. Et après, moi, je mettrais en troisième, et c'est quelque chose qui est très important, c'est la communication. Le Digital Learning Manager, c'est quelqu'un qui va communiquer aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'il a la capacité d'adapter son discours aux gens qu'il a en face. C'est-à-dire, c'est qui mon client? Quelles sont ses attentes? Il est dans quelle dimension? C'est quoi les enjeux pour lui? C'est qui mon apprenant? Et qu'est-ce qu'il veut faire? Quels sont ses enjeux? Etc. Et à chaque fois, on a un discours qui est différent. On parle de la même chose, mais on doit adapter son discours. Et cette partie-là, cette partie de communication, elle est basée sur l'écoute. C'est l'écoute
qui va conditionner la capacité que tu as à comprendre les attentes des gens. Et à toi aussi d'aller voir si les attentes, c'est les bonnes. Parce que moi, je me suis rendu compte des fois que la demande ne permettait pas d'atteindre l'objectif qui était visé. On croyait qu'en passant par là, on y arriverait, mais non, ce n'était pas le bon chemin. Donc, c'est aussi notre rôle, on a un rôle de conseil, d'aller, de dire aux gens, voilà, votre objectif, c'est ça, bah voilà comment on y va. Ah ouais, mais moi, je n'avais pas pensé que c'était comme ça. Bah oui, mais aujourd'hui, voilà pourquoi c'est comme ça, et je vous l'explique. Et c'est cette capacité de communication et d'explication. Donc ça, c'est important. Après, il faut être ouvert sur le monde, il faut être créatif, il faut rencontrer. Moi, il n'y a pas de formation que j'anime si je ne rencontre pas les apprenants. Le responsable de formation, je l'aime bien, c'est sympa, c'est mon donneur d'ordre, c'est important. Mais qui je forme? Ils sont où? Je veux les voir. Je demande toujours, moi, à voir pas s'ils sont d'entreprise, je veux aller les voir sur le poste de travail, je veux me présenter. Ne serait-ce que pour le fait que si j'ai une courte intervention à faire, le fait qu'il m'ait rencontré en amont, on n'a plus besoin de faire connaissance et il n'y a plus cette espèce de, tu sais, de prise de distance, c'est qui lui, il fait quoi, d'où il vient, voilà, on se connaît déjà. Ça, pour moi, c'est des éléments clés qu'on doit avoir et c'est vraiment des compétences qu'il faut qu'on mette en œuvre. Et puis après, on a besoin d'être créatif. Il faut imaginer des choses. Euh, on en fait tous l'expérience. Tu as un super truc qui marche, tu en es vachement content. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. La cinquième fois, ça ennuie tout le monde. Toi, le premier. Donc, il faut être capable de rebondir sans arrêt, de se remettre en question. Cette fameuse remise en question. La remise en question, ça ne veut pas dire balayer tout ce que tu as fait pour tout changer. C'est souvent des évolutions. Et c'est souvent le fait de dire, tiens, mais si on faisait ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui allez le faire? Ah ben oui, mais nous, on verrait plutôt ça comme ça, mais peut-être on n'aura pas le temps. Ah d'accord, donc on essaie de voir avec eux. Et de s'adapter avec eux, tu vois, c'est très important. On doit avoir des compétences techniques, hein, on parlait du digital, des bonnes connaissances techniques dans le digital, une capacité d'écriture, et alors une super organisation. Il faut être super organisé. Et quand on parle d'organisation, il y a des outils qui te permettent de t'organiser. Il faut faire des suivis, il faut savoir où tu en es. Si par exemple, tu as 2 heures d'intervention toutes les semaines sur un groupe pendant 6 mois, tu n'as pas le temps les 2 heures d'après de te poser la question, on a fait quoi, on en était où, qui a dit quoi. Tu as besoin d'avoir un système de reporting que tu vas te créer, où tu vas garder une trace de ce qui s'est passé avant pour hop, relancer tout de suite l'activité pour pas que tes étudiants, eux, ils soient paumés, toi, tu sois paumé et que personne n'avance, quoi. Donc, l'organisation, c'est vraiment, vraiment fondamental. Voilà un petit peu les compétences spécifiques qu'on peut attendre. Mais tu sais, ces compétences spécifiques, c'est pas que les digital learning managers, hein, c'est vraiment toute la filière formation qui est en conception et en face à face. Ok. Voilà. Effectivement, c'est très très complet. Ouais. Alors, j'avais une autre question qui m'est venue aussi. Euh, Vraiment, là, quand on choisit sa formation, on se reconvertit et tout ça, mais après, c'est au niveau du réseau professionnel. Parce que je pense Ouais. que c'est quand même assez important, tu Mm. vois. Et comment le développer quand on est en reconversion? Bah alors, ce qu'il faut savoir, il y a une nouveauté qui a été un petit peu retravaillée dans le dernier référentiel du FPA, c'est que quelque part, on va parler, et là je sous-entends certainement ce réseau de formateurs autour de la formation, mais la Mhm. première chose à faire, c'est de garder un vrai réseau professionnel pour se tenir au courant de ce qui se passe dans ton métier. Parce que quand tu as fait un métier pendant 15 ans et puis que tu ne le pratiques plus, eh ben, il faut savoir que l'obsolescence de tes pratiques, c'est 3 ans à peu près, hein. Parce que en 3 ans, il y a plein de choses qui vont changer. Alors évidemment, on n'a pas toujours des bouleversements comme tu passes du magasin physique aux ventes en ligne, mais clairement, il y a des évolutions énormes. Donc la première chose, c'est être en capacité d'avoir un réseau dans ta dimension métier professionnel, de garder ce contact, de garder ce réseau. Alors comment est-ce qu'on fait? On retourne dans les entreprises. Alors ça, c'est assez facile parce que si tu formes un petit peu dans des cœurs de métier, tu as souvent des salariés, tu peux les voir au poste dans leur entreprise, donc tu vas garder un peu ce sien. Il y a les salons professionnels qui sont quelque chose où tu vas pouvoir rencontrer ton métier, hein, voilà, et puis les acteurs de ton métier. Et après, dans les métiers de la formation, le réseau,
Le formateur, initialement, c'est des gens qui sont assez isolés. Moi, pour les voir, ils sont assez pris dans leur travail et c'est très difficile de les fédérer autour de groupes ou de choses comme ça. Donc, plusieurs fois, tu sais, moi déjà, avec la création du podcast, on m'a plusieurs fois dit ah ouais, ça serait bien, parce que bon, avec le podcast, on a des milliers d'écoutes, on aurait pu dire bah tiens, on va créer une communauté de formation. Et je crois qu'il faut pas, il faut pas dépenser de l'énergie quand c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, il y a des groupes sur Facebook, notamment des groupes de formateurs, où tu as des groupes où il y a 10 000, 15 000 personnes. Là, tu as une masse d'informations. À toi de trier, hein, tout n'est pas bon. Mais tu poses une question, tu as des réponses, quoi. Et donc ça, les réseaux sociaux, par exemple, vont beaucoup t'aider. Là, j'ai parlé de Facebook, mais tu as aussi LinkedIn. LinkedIn, ça va te permettre là d'interagir avec les professionnels. Tu sais, tu vas avoir vraiment des gens qui sont en activité, tu vas pouvoir échanger avec eux. Tu vas pouvoir te faire des amis. Moi, c'est via LinkedIn que je trouve les autres du podcast, hein, qui sont tous des acteurs de la formation. Hein. Je dis acteurs, hein, ce sont des gens qui font la formation. Et puis ça permet aussi que les gens te voient ta photo, te reconnaissent, tu fais quoi, voilà. Et c'est intéressant parce que d'un point de vue business, par exemple, moi j'ai des demandes via LinkedIn toutes les semaines où on me dit tiens, voilà, est-ce que vous seriez intéressé pour ça? Après, tu sais, j'ai les alertes. Moi, je suis toujours abonné aux alertes job pour voir quelles sont les descriptions des postes de travail. Ça m'intéresse beaucoup, moi, pour l'analyse, justement. Et donc, je vois ce que les gens demandent. En fonction de ce qu'ils demandent, ça te permet aussi, toi, de te dire, tiens, bah, c'est marrant, là, j'ai 3 trucs qui demandent que j'ai, puis le quatrième, je l'ai pas. Je vais peut-être regarder. Puis si tu regardes 3, 4 annonces, tu vas te dire, ah, ben, ouais, ça revient assez souvent, ce truc-là, tu sais, se former, je vais dire, sur Zoom, par exemple. Bon, ben, hop, tu vas prendre le temps de te former sur Zoom, et du coup, tu dis, bah là, je pourrais matcher, tu vois. Et donc, je pense que ça, c'est intéressant. Voilà, d'utiliser ces réseaux, ouais, c'est intéressant. Et puis, il y a aussi le fait d'aller boire un café avec tes collègues, hein, c'est du réseau. C'est un super réseau, ça. Et oui, tout à fait. Voilà. Et puis, tu as aussi le droit d'aller boire un café avec les collègues d'un autre centre de formation, c'est pas interdit. Hein. Voilà. Il n'y a pas tellement tu vois, il y a pas tellement d'espionnage industriel dans ce métier là. Donc, du coup, quand tu vas voir tes collègues, enfin moi j'étais plusieurs fois, bien sûr, des dizaines de fois dans des centres de formation, échanger avec des collègues, c'est toujours sympa. Hein. Franchement, Oui, ils n'ont pas la tête, ils sont contents. Moi aussi. tant mieux. Oui, voilà. Je rebondis sur LinkedIn. Ouais. Là, c'est intéressant. Du coup, est-ce que tu aurais des petites astuces pour se faire remarquer un peu sur LinkedIn? Un grand classique. Hein. Là, l'astuce, il vaut pour tout le monde. Hein. Euh, Ne partager que des contenus pertinents. Si possible, créer des contenus. Parce que si le jeu consiste à republier ce que les autres ont déjà republié, en réalité, ça n'a pas d'intérêt, parce que quand c'est la 12e fois que tu vois le truc, la personne ne t'intéresse pas. Mais exposer un point de vue, exposer une façon de faire, c'est très intéressant. Alors, on en voit malheureusement, comment te dire, pas beaucoup qui ont cette capacité à faire des contenus et à partager de vraies expériences, parce que ça aussi c'est important. Je crois que ouais, c'est ça, il faut partager ses propres expériences, et parce que ceux qui ont pratiqué, ils se reconnaissent. Ils savent, tu sais, tout va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. On n'est pas dans le pays des bisounours. Le gars qui te dit ouais, c'était tout merveilleux, tout s'est super bien passé, c'est qu'il y a un loup. S'il a tout déroulé sa formation, que c'est super bien passé, c'est qu'il s'est pas occupé des autres. Donc du coup, moi je préfère les gens qui vont venir sur des sujets plutôt de la narration d'expérience et qui vont me dire bon ben voilà, moi le jour j'ai une formatrice, elle m'a dit bah ouais, moi j'avais tout prévu, rien ne s'est passé comme j'avais prévu. Et alors, ben, on a passé un super moment, ils étaient super contents, j'ai répondu à leurs questions et on a repris le fil après. Voilà, c'est ça en vérité. C'est pas balancer son contenu coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Hein, on se doit vraiment d'être conscient de ce qu'on fait. Quoi. Moi, j'ai pas fait que des trucs qui ont réussi, hein, mais j'ai été capable de réfléchir à pourquoi ça n'avait pas marché, surtout. Voilà. Et puis quand j'y arrivais pas, ben, je leur posais la question à mes apprenants. Je disais, là, qu'est-ce que vous avez pensé très honnêtement? Oh, ben, Laurent, c'était pas terrible.
Voilà, machin, qu'est-ce que vous auriez changé? Ah ouais, on aurait préféré faire ça comme ça, OK. Et si on le refaisait comme ça vous dirait? Ouais, bah, écoute, bon, comme on a déjà travaillé un peu le sujet pendant 1 heure, on y revient un petit quart d'heure la prochaine fois, comme vous me l'avez dit. Puis si vous avez des idées d'ici là, n'hésitez pas, tu vois. Ça marche du feu de Dieu, ça. D'abord, tu les écoutes. Si tu les écoutes, il y a une espèce de retour de, je sais pas comment dire, pas de la sympathie, mais en gros, ils te sont reconnaissants de les avoir écoutés, donc ils font l'effort de t'écouter à leur tour. Donc ça, je pense que c'est super bien. Et puis après, bah, le profil, il faut que ton profil il dise les choses simplement, hein, et puis c'est bien si tu as des recommandations, voilà quoi. Et puis si tu peux avoir des recommandations de collègues, d'anciens collègues ou d'anciens élèves, c'est un vrai plus. Ouais, je crois que ça c'est un bon atout, quoi. C'est la vie. Oui, Ben super. oui. Bah, merci pour ces petites astuces. Bah ouais, c'est toujours avec plaisir, hein. Je t'ai dit que je partageais ça. Ouais. Euh, j'ai une autre question qui me vient. Ouais. Au niveau du digital learning. Ouais. Donc là, on entend parler quand même beaucoup et tout. Mais est-ce que tu aurais des conseils pour se lancer dans ce domaine spécifique? Si on revenait depuis le début, on a parlé tout à l'heure de LMS, de Learning Management System, des plateformes. Donc, je pense que déjà, c'est intéressant de regarder ce qui se fait. Quelles sont les plateformes qui existent? Quelles sont leurs spécificités? Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce qu'elles me plaisent? N'est-ce pas? Est-ce qu'elles sont payantes? Est-ce qu'elles sont gratuites? Parce qu'aujourd'hui, il y a des produits hyper qualitatif, hyper technique, gratuit. Donc, des fois, avant d'acheter des trucs chers, il faut peut-être réfléchir à comment on peut utiliser des choses gratuites. On a bien sûr après le LMS, la création de contenu. Alors, la création de contenu, donc je l'avais dit, il y a des outils auteurs hein, sur lesquels on va pouvoir modéliser un parcours hein, qui va se dérouler au fur et à mesure de l'avancée de l'apprenant dedans. On doit aussi on doit s'intéresser à tout ce qui est audiovisuel, à mon avis, parce que la vidéo, par exemple, est quelque chose qui a beaucoup d'impact. Et il faut toujours penser que le terme, c'est audiovisuel. C'est-à-dire que on se doit d'avoir un super son. Même si l'image n'est pas trop quali, on va regarder. Alors que si on a un son pourri et qu'une super image, on va pas regarder. Ça ne va pas nous intéresser. Ça, c'est un petit peu la création de contenu. On doit savoir écrire, on doit utiliser des outils pour créer des PDF, fabriquer des infographies. Aujourd'hui, il y a des outils gratuits comme Canva qu'on va pouvoir utiliser pour créer des infographies. Hein, une image vaut 1000 mots, donc si on arrive à un petit peu à représenter de façon graphique avec des mots pour que ce soit univoque ce qu'on veut dire, ben ça c'est un vrai atout. Hein. Donc les gens qui vont pouvoir s'intéresser à ça, c'est bien. Après, ben, il y a cette partie, on a dit LMS, contenu, puis donc l'animation, c'est les fameuses classes virtuelles, hein, les visios. Aujourd'hui, c'est incontournable, hein, le domaine de la formation. On fait économiser du temps, du déplacement, de l'argent de restauration et d'hébergement, donc c'est vraiment intéressant parce que il n'y a pas très longtemps, je devais faire une formation à Paris. Quand je vois le coût que ça m'a coûté, en plus de la formation, le train, l'hôtel, les restos, c'était presque aussi cher que la formation, quoi. Donc, et très clairement, je n'avais pas besoin d'y aller 5 jours. Je serais allé une journée, ça aurait été très bien. Hein. Et donc, on aurait pu ici faire. Et ça n'aurait pas nuit à l'apprentissage. Voilà. Quand je dis ça serait très bien, c'est ça n'aurait pas nuit à l'apprentissage. J'aurais eu la même, à mon avis, le même résultat à la fin. Donc, qu'est-ce que je disais aussi tout à l'heure? Je parlais de l'analyse de l'audit. Donc ça, il faut vraiment apprendre à regarder les données de ce qui se passe concernant l'apprentissage. Quand on travaille sur un LMS, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que le LMS, lui, il va nous permettre pour chaque apprenant de savoir où il en est dans son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, quels sont les scores qu'il a fait à ses quiz, combien de temps il a passé pour la plateforme, sur la plateforme. Et là, il y a beaucoup d'informations qui sont récoltées sur les apprenants. Donc là, c'est vraiment important de se former à cette analyse de données. D'autant plus qu'on va aller vers une intégration de plus en plus complète de l'IA qui sera en capacité de dire, bon, ben écoute, si sur les 10 questions, tu n'as pas bien répondu à 3, je vais te redonner des contenus adaptés
au fait que tu dois compléter tes connaissances sur ces trois points-là. Et donc, ça, c'est de l'analyse de données. Il faut que tu comprennes comment marche l'analyse de données pour que tu vois la cohérence de ce qui est proposé et de ce que toi, tu observes. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose, ouais, c'est vraiment quelque chose d'important, l'analyse de la donnée et de l'information liée à l'apprenant. Et puis après, c'est un métier qui bouge, quoi. Ah, il y a le salon du e-learning, c'est un incontournable, ça, pour un formateur ou un concepteur pédagogique. Il faut qu'il aille rencontrer les gens. C'est ce qui se fait, c'est le move, il est là. Après, tu as des gens comme ILDI qui font des conférences en ligne sur les tendances. Et surtout, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils invitent des gens qui ont mis en place des processus, qui ont du recul et qui viennent t'expliquer ce qui s'est passé, comment ils l'ont mis en place. C'est génial. Moi, je m'en suis beaucoup inspiré pour construire mes dispositifs. Je savais déjà ce qui pouvait être fait et les résultats qu'on pouvait se compter. Donc, c'est super bien. Donc là, il faut vraiment assister aux conférences, aux visioconférences, lire des articles et des publications spécialisées. Ça bouge sans arrêt. Alors, tu vas me dire, il y a tout qui bouge aujourd'hui, mais la formation, on a l'impression qu'il y a un coup de booster quand même. C'est très clair. Voilà. Oui. Euh, du coup, avec toutes ces informations, j'aimerais bien, si tu veux bien, c'est nous donner un petit exemple concret de projet que tu aurais mené en digital learning, justement. Ouais, bah écoute, je travaille depuis le mois de mai 2023 sur une plateforme de formation d'ostéopathe qui peut accueillir 15 000 personnes. Et mon travail, ça a été avec les experts il y a des experts métiers ostéopathes qui ont eu cette envie de créer cet outil de formation, cette académie. Moi, je leur ai permis de mettre tout ça dans une dimension pédagogique. C'est-à-dire que mon travail a consisté à comprendre leurs besoins, analyser leurs besoins, regarder quelles seraient les modalités en fonction des publics à former, construire, là pour le cas, on a construit une plateforme LMS parce que c'était trop particulier. On met en place de la vidéo on demand. Là, il a fallu que je trouve un système où les serveurs vont nous permettre comment dire, de maintenir une qualité, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas devant une vidéo qui ne se lit pas, mais que la qualité de la vidéo, ça, entre guillemets, s'adapte à la bande passante que tu as chez toi. Parce que ce qui compte, c'est que la personne peut suivre. Après, la mise en place et l'écriture des référentiels de certification. Là, il faut écrire les référentiels de certification, toujours avec les experts métiers. Il faut dimensionner et créer des outils d'accompagnement à distance. Les gens veulent être accompagnés. L'apprenant, quand il rentre dans un parcours, il a des questions. C'est est-ce que je vais réussir? Est-ce que mes efforts vont être récompensés? À quoi ça va me servir? Etc. Et puis là, on a eu la capacité aussi de développer un système de certification unique avec des certifications dans la blockchain, c'est-à-dire que les gens qui suivent les parcours ont un certificat qui est infalsifiable, qui est reconnu, et puis là, il n'y a pas la possibilité de tricher, on ne peut pas raconter oui, oui, j'y étais, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Et puis, je fais aussi toute la partie accompagnement, puisque quand les apprenants viennent sur le dispositif, ils ont un accompagnement aux apprentissages qui est fait là par les experts ostéopathes. Et moi, je fais l'accompagnement, le tutorat, je vérifie que les gens sont bien, se connectent bien, n'ont pas de problème de connexion. Et puis là, on fait un petit peu le tuteur technique, créer des tutos pour prise en main de la plateforme, etc., etc. Et puis savoir qu'il y a quelqu'un s'ils ont un problème. Et puis l'idée, c'est de s'organiser, là on parle encore d'organisation, pour être disponible rapidement pour faire des feedbacks, pour pas que les gens soient bloqués. Donc voilà un petit peu, et puis après j'ai aussi en charge bien sûr toute la partie évaluation, outils d'évaluation, et puis aussi ce qu'on appelle l'updating de l'offre, c'est-à-dire la capacité que j'ai à regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ça se fait dans le cadre de groupes de travail où sont réunis des experts métiers qui sont enseignants sur l'académie et des apprenants, et moi entre autres,
pour pouvoir analyser ce qui se fait, comment remédier, comment améliorer. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est un super travail parce que euh, après un an de pratique, on utilise des choses qu'on n'avait pas prévues en vrai, hein. Et en réalité, ces choses ont émané de la demande et de la facilité que les gens auraient à faire les actions. Et voilà, on a modifié les choses radicalement. Donc, euh, donc voilà un petit peu aujourd'hui. Je dirais que là, bon, j'ai pas parlé de l'ingénierie financière aussi parce qu'il a fallu que je fasse des choix d'outils, que je fasse des choix de développement parce que tout ça c'est budgété, hein. Il a fallu en fonction des budgets, d'abord vérifier si les budgets étaient cohérents, et puis une fois de savoir, après, c'est de rationaliser les dépenses, hein, et puis de faire en sorte qu'on dépense pas de l'argent pour rien, quoi. Ça, c'est le plus important. Voilà, et puis il y a un rôle de conseil aussi qui est permanent auprès des experts professionnels, puisque en vérité, ils sont hyper rassurés qu'on soit à leur côté et qu'on s'occupe de tout. Parce que moi, ils me disent, ah, toi, t'es notre bras armé, tu t'occupes de tout. Bah ouais, c'est ça. Bah, après, je peux pas faire ça pour 50 dispositifs. Là, c'est un dispositif qui est quand même très conséquent. Voilà, je peux pas faire ça je peux pas en faire 15 à la fois, quoi. C'est pas possible. Il faut aussi savoir dimensionner. Mais maintenant, il n'y a pas de souci, ça occupe, hein. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc Oui, oui. voilà. Effectivement, c'est un sacré projet, dis donc. Bah oui, tout à fait. Puis c'est quelque chose de concret. Donc ça c'est super, quoi. Et puis c'est public varié. C'est des Oui. hommes, c'est des femmes, géographiquement, ils sont pas tous au même endroit, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes besoins. Enfin, c'est vraiment génial. Et puis aujourd'hui, on est dans des phases de conception de parcours complémentaires où là, maintenant, on leur fabrique des parcours à la demande. C'est-à-dire qu'ils nous disent, voilà, là, tiens, Laurent, là-dessus, bon, ils ont des groupes de travail aussi, et ils nous disent, tiens, mais nous, on aimerait se professionnaliser là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous faire des offres? En vérité, c'est nos clients qui nous demandent ce qu'ils veulent acheter. C'est quand même sympa, ça, comme idée, hein. Donc voilà. Moi, je préfère ça que de prendre mon bâton et d'aller évangéliser toute la pampa en leur disant achetez mon produit, hein. Moi, Oui. j'aime pas trop ça. Moi, je préfère l'autre version. J'imagine, j'imagine. Voilà. Alors, dans ton exemple, là, tu t'as parlé d'outils. Ouais. Parce que bon, il en faut, hein, forcément, au niveau de la formation, maintenant, on a bien compris qu'il faut des outils. Mais donc, quels seraient les outils vraiment indispensables pour un formateur qui se lance aujourd'hui? Ouais, t'as pas de budget, t'es budget illimité, tu veux faire comment? T'as- C'est comment tu vois ça? Oui, sur un budget limité, disons, pour vraiment quelqu'un qui démarre, quoi. Ah, quelqu'un qui démarre, qui voudrait des Ouais. outils pour attaquer direct en investissant le moins possible, en tout cas sur les outils dans un premier temps? Mhm. Ouais, bah, il y a plein de choses possibles. Déjà, si on va reprendre dans le début, le LMS. Alors là, on a un produit qui est gratuit. Donc gratuit, j'ai pas moins cher en catalogue, hein. Là, on a un super produit qui s'appelle Parcourou. Ok. Et Parcourou, non content de te faire le parcours, hein, c'est-à-dire là où les gens vont se retrouver pour suivre le parcours, il te permet de créer les ressources et de les organiser. Donc ça, c'est super bien. Tu peux mettre tes vidéos dedans. La prise en main est très rapide. En moins d'une journée, tu sais le faire marcher. Donc déjà, tu as réglé le problème. Tu as la plateforme sur laquelle tu vas mettre des choses. Et ces choses vont être accessibles via un QR code, via un accès privé, par des apprenants. Donc ça, c'est cool. Voilà, ça c'est le premier truc. Après, pour construire des contenus là-dedans, as des choses sympas, j'en ai parlé tout à l'heure, comme Canva qui va te permettre de créer des documents. Alors, Canva, on voit beaucoup d'images, hein, dans Canva, mais ça peut être aussi des textes, hein. Tu peux faire des petits livrets, tu peux faire des petits PDF pour remettre des informations. Tu vas pouvoir faire de la vidéo maintenant, un peu dans Canva, aménager un peu de Mhm. la vidéo, animer de l'image, faire des conceptions graphiques, d'infographies. Donc ça, c'est un bon produit. Et déjà, rien qu'avec la version gratuite, tu as de quoi t'occuper, hein. Si tu veux Oui. en faire le tour, c'est complet. Après, tu as un outil comme Genially aussi, qui est sympa. Alors là, c'est un petit peu payant, mais ça reste pas très coûteux, hein. C'est des produits qu'on appelle SaaS, c'est-à-dire que c'est un abonnement où tu vas construire des ressources en ligne, tu n'as rien sur ton ordinateur. Alors ça aussi, c'est sympa avec Parcourou, avec Canva. En vérité, si tu plantes ton ordi, mais c'est pas très grave, hein, parce que tu prends un autre ordi, tu te connectes à ton compte, tu retrouves tes contenus. Ça, peut-être, c'est un petit truc sympa à penser. Et oui. Puis après, tu as un outil très complet aussi qui s'appelle H5P.
qui va lui aussi te permettre de construire des contenus. C'est une suite assez complète, là, c'est assez sympa d'aller regarder. C'est pas récent en plus, donc c'est bien. Comme c'est pas récent, il y a des utilisateurs, il y a du feedback et il y a de l'amélioration, donc ça fonctionne. Et puis après, si tu veux faire des classes virtuelles gratuites, je parlais tout à l'heure de Google Meet, tu peux travailler sur Google Meet, il n'y a pas de souci. Les gens, tu les vois, tu peux partager un tableau blanc, tu peux partager un tas de choses. Des, bah, Tu peux déjà partager ton écran à toi. Il peut y avoir un écran collaboratif, il y a pas mal de petits outils sympas. Voilà. Et tu as aussi Global. Moi, j'attire l'attention des gens sur Global, parce que Global, il y a une petite version gratuite, je crois que c'est jusqu'à 5 apprenants. Bah écoute, des fois, quand tu débutes, tu en as 3-4, c'est pas mal. Bah écoute, avec 5 apprenants, la version gratuite, tu peux vite comprendre comment ça fonctionne et comment ça fonctionne bien. Et puis après, qu'est-ce qui te fait gagner de l'argent? Bah, c'est le fait de ne pas refaire 50 fois les choses. Et par exemple, avec un abonnement dans Global, tu vas créer une formation. Cette formation, les ressources sont dedans déjà. Et à chaque fois que tu vas la créer, tu vas la mettre en œuvre. Les gens vont venir mettre des choses dedans, interagir, faire des visios, tout ça. Tout ça, ça va s'archiver, ça va s'enregistrer. Et hop, tu repars. Demain, tu as un autre groupe, tu repars sur le même contenu. Tu n'as pas besoin d'aller tout remettre dedans. Et pour moi, le temps, c'est de l'argent, là, quand même. Tu vois, Oui, c'est oui. vraiment quelque chose. Ça, c'est sympa. Ouais. Ouais. Voilà un petit peu ce que je te dirais. Des outils simples. Il faut faire simple. Et puis, tu as Word, Excel, PowerPoint. On ne pense pas souvent à PowerPoint. Alors, PowerPoint, moi, je ne suis pas un adepte, je n'utilise pas beaucoup, mais pour l'avoir utilisé et pour avoir montré comment ça fonctionnait, il y a des possibilités sur PowerPoint qui sont incroyables. Et c'est un outil, moi, j'ai une suite complète que je paye 65 euros par an, quoi. Ça fait 5-6 euros par mois. Bon, ça va, quoi. Ça te Oui, trucide pas. C'est pas des abonnements à 1 500 balles l'année. Ça, t'y passeras ça y est, quand tu auras des demandes. Voilà. Quand les clients te le financeront, tu l'achèteras. oui. Ça, c'est une bonne. Ça, c'est un bon truc, ça, pour savoir si tu peux l'acheter ou pas. Voilà. Ok, ça marche. Vas-y, t'as d'autres questions? Oui, oui. Alors, je reviens sur le côté reconversion quand même. Ouais, c'était la question du jour. Ben oui. Donc là, on est décidé pour se former et tout ça sur ces métiers de formation, mais Hmm. comment je pourrais financer? Quels conseils tu pourrais me donner? La première chose à faire, c'est de regarder. Ça dépend de ton statut, qu'est-ce que tu faisais avant. Si tu étais salarié ou que si tu avais un emploi salarié ou que tu bossais dans une boîte, tu as ce qu'on appelle le CPF, le compte personnel de formation. Donc, ce compte, toutes les années que tu travailles, il y a de l'argent qui va dessus. Cet argent est disponible pour payer des formations. Voilà. Et notamment des formations qui sont qualifiantes. Et surtout des formations qualifiantes. C'est-à-dire que le titre professionnel, c'est une qualification. Donc, ça fonctionne. Après, en fonction de ton cas particulier, il faut que tu ailles voir Pôle emploi. Et Pôle emploi, ils vont te dire, d'abord, s'ils pensent que ton projet professionnel est cohérent avec ta demande, est-ce qu'ils pensent que ça serait bon pour toi? S'ils pensent que c'est bon pour toi, ils vont bien sûr regarder ton CPF, mais ils vont pouvoir aussi mobiliser différents niveaux d'aide, qui sont soit des aides Pôle emploi, soit des aides région. Par exemple, la région peut facilement abonder et venir t'aider à payer ta formation. Bon, après, il y a aussi autre chose qui est important, c'est la capacité que tu as à la payer toi-même. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que les gens qui payaient eux-mêmes leur formation de formateur, ceux-là, ils étaient très assidus. Et ils rataient rien et il fallait qu'ils réussissent, parce que quand tu as fait un petit emprunt sur 3 ans pour payer une formation, tu comptes bien avoir ton argent. Donc, il y avait cette dimension-là. Bon, après, on est pour, il faut payer la formation, il ne faut pas la payer. Pour moi, ce n'est pas un débat. Ce qui est important, c'est de s'engager dans un parcours en connaissance de cause et de pouvoir aller au bout. Parce que si tu ne vas pas au bout, ça ne marche pas. Et puis après, si tu es salarié, tu sais que tu as la possibilité de te faire accompagner sur des congés individuels de formation. Et ça te permet de garder aussi ta rémunération. Et là je dirais qu'avant Pôle emploi, j'irais voir un CEP, moi, un conseiller en évolution professionnelle. Voilà. Je crois que c'est ça qui c'est un bon conseil, ça, d'aller voir un CEP, parce que lui il a un gros trousseau de clés, il peut vraiment te dire quelle porte il faut ouvrir.
Oui, oui, c'est une bonne première étape. Ouais. Ok. Alors, pour ce financement, toujours, Ouais. est-ce que tu aurais des conseils ou quoi pour maximiser vraiment les chances, mes chances pour obtenir ce financement, par exemple? Bah, écoute, c'est pas compliqué. Je crois que la première chose à faire, c'est de bien bosser son sujet, de reprendre les points qu'on a vus, de comprendre ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire. Et il faut être persuadé de ce que tu veux faire, il faut être persuasif. Si t'es pas, si t'es, ouais, ça me plairait bien, ouais, je crois que ça va être bien. Non, il faut être enthousiaste sur son projet déjà pour que les gens voient que tu es motivé, que tu veux y aller. Et puis, il faut s'entraîner. Il faut pitcher son projet. Il faut expliquer pourquoi je veux le faire, pourquoi c'est important, quel sens ça a. En gros, si tu es demandeur d'emploi, il faut qu'ils comprennent que tu as envie de ne pas rester demandeur d'emploi et que c'est vraiment pour toi la solution et ce que tu veux faire et le chemin dans lequel tu veux t'engager. Et ça, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment important, c'est ta motivation, hein. Il faut que tu parles de. Comme pour aller dans un centre de formation. Si tu y vas et que tu n'es pas motivé, pourquoi ils t'embaucheraient? Ils n'ont pas de raison de t'embaucher, il y en a plein. Donc, c'est important de devenir motivé, bien préparer son projet de reconversion, de le présenter de manière claire et convaincante. Voilà ce que je dirais. Ok, ça marche, super. Bah, merci beaucoup. En tout cas, merci pour tous ces conseils et ces précisions. Ouais. Euh, Avant de conclure, est-ce que tu aurais un petit dernier mot pour ceux qui envisagent du coup de se reconvertir dans les métiers de la formation? Ouais. Je dirais ce que je dis souvent, j'accompagne des chefs d'entreprise dans des choix stratégiques et je leur dis que la vision latine des choses, c'est quand on veut changer, une reconversion c'est un changement, on n'aime pas le changement c'est compliqué. Quand on en parle en tant que latin, on va dire, ouais, tu sais, là, je vais prendre un risque, je vais essayer de faire ça. C'est ce que les Anglais appellent take a risk. Et la philosophie anglo-saxonne, elle est totalement différente. Elle, c'est, bah, moi, écoute, je vais prendre ma chance parce que c'est le moment, j'ai 40 ans, c'est un changement dans ma vie important. Et ben voilà, je vais prendre ma chance. C'est take a chance. Et ben prenez votre chance. Allez-y, vous allez voir. Les métiers de la formation, ça va vous permettre de capitaliser sur vos connaissances techniques, le travail que vous avez fait pendant des années, peut-être sans vous en rendre compte, les compétences que vous maîtrisez, et vous allez vous rendre compte que c'est avant tout des sciences humaines, une relation humaine, et vous allez rencontrer des gens, vous allez partager votre passion, vous allez partager vos connaissances, métiers, et franchement, c'est vraiment quelque chose d'inspirant au quotidien. Moi, ça me fait lever du bon pied, bon oeil tous les matins. Voilà. Alors, n'hésitez pas, allez-y, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Ça marche. Oh, bah, merci beaucoup, Laurent, pour cet échange très riche et inspirant. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous aura éclairé et motivé à franchir le pas. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de la formation. À bientôt.